Alors que le marché des transferts vient tout juste de fermer ses portes, c'est le moment de faire le bilan du mercato de l'OM version 2023-2024 en revenant sur les différents départs et sur les arrivées qu'on a eues tout au long de l'été. On va se poser une question toute simple, est-ce que le mercato qu'on vient de réaliser est une progression ou si à l'inverse on peut avoir quelques doutes? On va revenir là-dessus tout au long de cette vidéo. Comme d'habitude, petite question pour vous avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut parler de mercato réussi selon vous, ou alors êtes-vous déçu de certaines arrivées ou de certains départs? J'attends vos avis en commentaire. On entre directement dans le vif du sujet avec un focus sur les départs. Le premier point positif du mercato, c'est d'avoir trouvé des solutions pour les indésirables. Conrad de la Fuente a été prêté avec option d'achat à Eibar sans que le montant soit précisé, et ça commence mal avec une blessure dès son arrivée qui va l'éloigner des terrains pendant quelques temps. Paul Lirola a lui aussi été prêté avec option d'achat à Frosinone sans qu'on en connaisse le montant. L'important c'était d'économiser une partie de son salaire étant donné qu'il n'est plus du tout dans les plans de la direction. Pour Amavi, ça a été tardif mais il a été prêté à Brest, sans option d'achat bien sûr parce qu'ils ne peuvent pas s'aligner sur l'énorme salaire qu'il touche à Marseille, mais quoi qu'il en soit, fallait trouver une solution pour économiser une partie de son salaire, même s'il reviendra forcément l'été prochain à 1 an de la fin de son contrat. Le seul joueur du loft entre guillemets qui n'est pas encore parti, c'est Salim Benseghir, lui aussi considéré comme indésirable par la direction et qui n'a pas encore trouvé de point de chute. Ça se terminera peut-être par une résiliation de contrat ou une dernière saison avec la N3, mais c'est pas vraiment bénéfique pour la suite de sa carrière non plus. Côté départ, il y a eu plusieurs retours de prêt, celui de Nuno Tavares qui avait commencé très fort avant d'être de moins en moins performant au fil de la saison, Issa Kabore qui malgré 2 ou 3 belles prestations n'a pas donné satisfaction et pour qui l'option d'achat était totalement hors de prix. Eric Bailly est reparti à Manchester United et son retour a été étudié par la direction en fin de mercato, probablement en cas d'échec de l'arrivée de Bamo Meïté, mais son retour ne s'est donc finalement pas concrétisé. On a aussi eu plusieurs départs libres, celui de Kevin Strootman qui était attendu avec impatience, et d'autres qui ont été plus surprenants. Je pense à celui de Kolasinac parce qu'on parlait de prolongation à la fin de la saison, mais il est finalement parti libre à l'Atalanta. Ça peut s'expliquer par le système tactique étant donné qu'on ne joue plus à 3 derrière, et qu'à l'Atalanta ça correspond mieux à son nouveau rôle d'axial gauche. La surprise, ça a été le départ de Payet qui semblait de moins en moins dans les plans de la direction, mais que j'imaginais quand même faire une dernière saison avec un temps de jeu très réduit. La direction a tranché dans le vif en le libérant et il a depuis retrouvé un challenge au Brésil avec Vasco. L'autre départ libre, c'est celui de Sanchez qu'on a attendu tout l'été alors que la direction aurait abandonné la piste au mois de juillet en considérant que son profil n'était pas adapté au jeu de Marcelino. Personnellement, je vois ça comme un prétexte et je suis persuadé qu'il aurait fait le boulot dans notre système en soutien d'attaquant, mais c'est une décision qui va continuer à faire parler parce qu'on manque peut-être de leadership, mais on en reparlera un peu plus tard. Au rang des départs, il y a aussi ceux qui étaient déjà prévus via les options d'achat. On pense à Luis Suarez qui est définitivement un joueur d'Almeria pour 8 millions d'euros, Radonjic qui a signé au Torino pour un peu moins de 2 millions, et Milik qui a signé à la Juventus. À côté de ça, il y a eu la vente de Cengiz Under à Fenerbahçe pour 15 millions d'euros, même s'il y a un pourcentage à la revente pour la Roma. On peut ajouter celui de Bartu Gelmaz qui l'a rejoint à Fenerbahçe pour 1,5 million et un pourcentage à la revente. Le prêt avec option d'achat obligatoire de Guendouzi pour un montant total de 18 millions bonus inclus, qui est finalement un transfert décalé dans le temps. Touré est définitivement transféré à Lorient même si le montant n'est pas encore sorti, et Ruslan Malinovski a été prêté avec option d'achat au Genoa, 6 mois seulement après son arrivée. Côté arrivée maintenant, la première partie de Mercato a été vraiment intéressante parce qu'il y avait la Ligue des Champions en ligne de mire et que la direction voulait apporter de l'expérience avec des joueurs plus adaptés au système de Marcelino. L'arrivée de Kondogbia va dans ce sens-là parce qu'il a beaucoup d'expérience en Europe, il a connu plusieurs grands clubs. Pour l'instant, son début de saison est tronqué par sa blessure, mais on a hâte de le revoir sur le terrain. Renan Lodi, ça m'a beaucoup plu parce qu'il apporte beaucoup plus de certitude que Tavares la saison dernière. Il est plus expérimenté et je trouve que c'est une vraie amélioration à ce poste-là. Concernant Ismail Assar, c'est un joueur qui m'a toujours plu, que j'ai toujours voulu voir à l'OM, un joueur qui a de grosses qualités pour éliminer, une bonne accélération, de la puissance, mais qui manque parfois de lucidité au bout de l'effort. Ça n'empêche qu'il est déjà à 2 buts et 2 passes D toutes compètes confondues, c'est de bon augure pour la suite. Le retour de Ruben Blanco, c'est une solution à prix réduit pour avoir une doublure à Pau Lopez, mais la hiérarchie semble toujours aussi claire, mais on y reviendra un peu plus tard. Pour Aubameyang, la volonté c'était de recruter un attaquant expérimenté qui a des références européennes. Pour le moment, il n'a pas encore marqué en championnat, mais avec la confiance, ce sera de mieux en mieux.
Iliman Ndiaye, c'est aussi un joueur que je voulais absolument à l'OM, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent déjà, un joueur pour qui j'ai eu le coup de cœur il y a déjà quelques temps et je suis vraiment très content de le voir à Marseille, même s'il a besoin de confiance pour être totalement éclatant. Ça n'empêche que je trouve ça très fort de boucler l'arrivée d'un jeune joueur prometteur, qui était en pleine montée en puissance et c'était le moment ou jamais pour qu'il vienne avant que sa valeur ne grimpe trop haut pour nos finances. Pour le poste d'ailier gauche, la direction a choisi Joaquin Correa, qui était en perte de vitesse à l'Inter, et l'ambition c'est de le relancer en espérant qu'il retrouvera plus ou moins son niveau de Séville et de la Lazio. Pour doubler le poste de Klose, on avait pensé à Joachim Meile qui pouvait couvrir les deux côtés, mais avec l'absence de Ligue des Champions, la direction s'est tournée vers Amir Murillo qui était sur le départ à Anderlecht et qui n'a pas coûté très cher. Dernière arrivée de la fenêtre de transfert, c'est celle de Bamo Meite dont on a longuement parlé dans la présentation qui est sortie vendredi et qui vient dans le cadre du transfert de Touré à Lorient. Alors maintenant qu'on a fait un point sur les différents mouvements, on va se demander si le mercato est vraiment réussi ou si à l'inverse il y a quand même des choses à redire. La première chose à préciser, c'est que l'effectif a encore une fois été chamboulé, on s'y attendait avec le changement de coach et donc de système. L'arrivée du coach a aussi été un petit peu tardive, tout comme celle de certains joueurs, et on peut pas occulter le fait que cette instabilité nous a sûrement coûté notre participation en Ligue des Champions. C'est difficile d'être prêt alors qu'il y a eu beaucoup de changements, que certains joueurs étaient en instance de départ, donc pas forcément concentrés à 100% sur l'OM, et que d'autres venaient juste d'arriver. Faut tout reprendre à zéro comme sur les deux dernières saisons et ça peut être dangereux si ça se reproduit. En tout cas, pour revenir au mercato en lui-même, je trouve qu'on a fait de belles arrivées comme Sarr et Ndiaye que j'aime beaucoup personnellement et que j'ai toujours voulu voir à l'OM. Les arrivées de Kondogbia, Aubameyang et Lodi me plaisent aussi beaucoup par rapport à leur standing, à leur expérience et à leur vécu européen. En revanche, petit bémol sur le retour de Ruben Blanco parce que j'aurais aimé un vrai concurrent à Pau Lopez. Là finalement on a juste recruté une doublure mais j'imagine que c'était pour renforcer d'autres postes en priorité. A voir s'il aura l'opportunité de jouer quand Lopez enchaînera les mauvaises performances. En tout cas pour une doublure c'est très fiable mais ça pousse pas Lopez dans ses retranchements non plus. Même chose pour Amir Murillo qui pourrait être une bonne surprise mais pour qui il y a quelques inquiétudes étant donné qu'il n'est pas connu pour sa régularité. Correa sur le papier ça me plaît mais il devra montrer beaucoup plus d'investissement que sur la fin à l'Inter et il faudra qu'il retrouve son meilleur niveau parce qu'il était clairement en perte de vitesse. Bamo Meite, je pense que c'est une bonne idée mercato, il va pouvoir apporter directement mais aussi pour l'avenir. C'est pas une mauvaise idée de l'avoir entre guillemets échangé avec Touré parce que ce serait deux opérations distinctes. L'absence de Ligue des Champions a probablement changé nos plans parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que si on s'y était qualifié, les joueurs ciblés étaient probablement pas les mêmes pour le mois d'août et il a fallu s'adapter. Globalement le mercato me plaît parce qu'on a fait venir des joueurs talentueux. Le problème selon moi c'est d'avoir perdu des leaders comme Sanchez, Guendouzi, Kolasinac ou Payet qui étaient capables d'impulser quelque chose et de fédérer autour d'eux. Pour l'instant, j'ai pas la sensation qu'on ait des joueurs comme eux dans l'effectif et ça me pose problème parce qu'on a besoin de ça dans des matchs compliqués et pour remettre les idées en place dans le vestiaire. J'ai aussi la sensation que Longoria et Ribalta poussent facilement des joueurs vers la sortie. Un joueur qui a donné satisfaction il y a quelques temps peut vite devenir persona non grata et partir 6 mois plus tard sans avoir eu l'occasion de se montrer aux yeux de son nouveau coach. Ça fait beaucoup de changements, des changements très fréquents, peut-être même trop. C'est toujours un pari de repartir à zéro, mais faut se souhaiter que ça fonctionne et qu'on fasse une grande saison. Pour le moment, il y a déjà des choses à redire sur le jeu de Marcelino et aussi sur sa gestion des joueurs. Faudra vite proposer autre chose et montrer une réaction après les matchs contre Metz et Nantes où on se fait rattraper alors qu'on était à 10 contre 11. Il y a le match aller face au Pana qui a été assez catastrophique. La victoire contre Brest n'a pas chassé les doutes non plus et faudra vite réagir. Je pense aussi qu'on peut se retrouver avec des problèmes où Naï semble pousser vers la sortie avec un temps de jeu de plus en plus réduit et on pourrait se diriger vers un départ en janvier si sa situation sportive n'évolue pas et je trouve que ce serait une très mauvaise idée. Autre chose qui m'a dérangé, Simon qui ne part pas en prêt et qui restera semble-t-il pour jouer avec la réserve et je comprends pas l'idée alors que la direction le voyait comme un joueur très prometteur. Finalement il se dirige vers la fin de son contrat sans être prêté, s'il ne prolonge pas c'est un départ définitif qui se dessine et on va encore s'en mordre les doigts dans quelques temps comme pour Mendy ou Samba à qui on n'a pas su donner leur chance. Pour conclure, j'ai aimé la plupart des recrues, je suis pas forcément d'accord sur la méthode pour se séparer des joueurs et cette volonté de tout changer chaque saison. Des joueurs qui étaient importants qui finissent par être considérés comme indésirables. Espérons aussi ne pas avoir à tout recommencer l'été prochain parce qu'on a vraiment besoin de continuité. Et depuis le début de l'ère Longoria, personne n'est resté plus d'1 an et demi à la tête de l'équipe, ça va finir par être problématique.
Le manque de leader et de joueurs de caractère peut aussi être un problème, j'espère qu'on s'en mordra pas les doigts, mais à Marseille on a besoin de joueurs de caractère parce que le contexte veut ça. Par contre le point positif c'est que Marcelino compte sur les jeunes, on l'a vu avec Soglo et Muguet, Nadir aussi qui est souvent dans le groupe, surtout pour faire le nombre par rapport à la suspension de Pape Gay. Ça par exemple ça me plaît beaucoup et ça donne du crédit à la politique de post-formation de Longoria. Alors maintenant si on regarde le mercato sur le papier, avec les arrivées et les départs ça donne ça, beaucoup de mouvements sur ce mercato d'été et faudra que la mayonnaise prenne. Quoi qu'il en soit, on pourra faire quelques ajustements cet hiver en cas de besoin, mais comme depuis le début de l'ère Longoria, on est très actif dans le sens des départs et des arrivées. Maintenant, difficile à dire si c'est une progression ou une régression, je trouve qu'on a recruté des joueurs d'un certain standing, mais on a aussi laissé partir des joueurs qui auraient pu être importants comme Sanchez ou Guendouzi par exemple. Le mercato de toute manière, ça se juge sur le terrain et pas sur le papier, mais sur le papier il y a quand même pas mal de choses positives, mais tout n'est pas parfait bien sûr. N'hésitez pas aussi à noter sur 10 le mercato de Longoria et Ribalta et à me donner votre ressenti dans les commentaires. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'au bout, écrivez Mercato dans les commentaires. J'espère aussi que vous avez aimé suivre ce mercato d'été en ma compagnie. Personnellement, j'ai adoré couvrir tout ça comme d'habitude et on se retrouvera tout au long de la saison pour faire le tour de l'actualité, pour analyser les matchs, les avant-matchs et bien d'autres contenus. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.